Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté dédiée à l'analyse de la propagande médiatique. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Au sommaire, aujourd'hui, nous irons d'abord à Rennes, où des tags contre l'islamisation de la France ont créé les mois politico-médiatiques. Nous reviendrons ensuite sur le terrible anniversaire du drame de Notre-Dame de Paris et nous constaterons ensemble que l'enquête semble faire du surplace. Nous reviendrons ensuite sur l'actualité médiatique de la semaine dans notre revue de presse. Puis, nous nous intéresserons au scandale Hunter Biden, le fils de Joe Biden, un scandale soigneusement caché par des médias très complaisants. Point important avant de commencer l'émission, vous l'avez peut-être remarqué, mais notre dernier numéro d'Immédiat a été censuré pendant près de 15 heures par YouTube pour un motif totalement fallacieux. Cette censure dure est généralement suivie de ce qu'on peut appeler une censure discrète, qu'on appelle également le shadow banning. Pour contrer cette censure discrète, merci à vous de diffuser cette émission au maximum autour de vous, de la commenter, de la partager et de l'aimer. Immédiat numéro 344, c'est parti. Et pour commencer cette émission, c'est l'image de la semaine. Et Jean-Yves, cette image, eh bien, c'est celle de tags contre l'islamisation de la France sur un centre culturel musulman de Rennes. Oui, alors ce sont des tags, quelques graffitis sur un centre culturel musulman à Rennes. Alors qu'est-ce qu'on peut lire? Charles Martel, sauve-nous, 732, les croisades reprendront, non à l'islamisation, vive le roi, et Europe Écologie Les Verts égale traître, et enfin Mahomet, prophète pédophile. Ce sont des graffitis qui ont suscité un émoi terrible. Ah bah les médias ont parlé de ça en boucle, hein. On a France Info qui en a parlé, et on a même la presse locale qui, Jean-Yves, qui a donné la parole à des associations particulières, on va dire. Oui, alors ça, c'est la manière de fabriquer l'opinion. On choisit des associations de gauche ou d'extrême gauche qui pensent comme pense le journaliste, lui-même sorti plus ou moins antifa d'une école de journalistes, et on présente ça comme l'état de l'opinion. Bon, c'est des petites astuces du petit journaliste de la PQR, quoi. Alors là, en l'occurrence, des associations, on avait par exemple les Poissons Roses, un mouvement chrétien se situant à gauche, ou encore le comité de Rennes du mouvement de la paix. Oui. Voilà. Bon, je connaissais pas ces associations. C'est un vieux machin communiste, ouais, ça, c'est très ancien, oui. Oui, un très vieux machin. C'était très en vogue dans les années 60. Ouais, vous voyez, c'est bien. En tout cas, ils ont les honneurs de Ouest France, voilà. Donc c'est tant mieux. Il ne doit pas y avoir grand monde dans ces associations, mais passons. Le Monde, on n'est plus sur Ouest France, mais sur Le Monde, qui s'est illustré en dépeignant, en faisant un constat, qui se contredisait lui-même dans l'article. Alors, Le Monde traite le sujet, forcément, c'est un sujet très important, 5 graffitis, vous vous rendez compte. Et alors, on explique d'un côté, on donne la parole aux représentants locaux musulmans, qui nous fait un très beau numéro de novlangue et de taquilla, où ils expliquent que le centre est un lieu d'ouverture, que nous sommes partisans du dialogue, et nous poursuivons notre mission citoyenne. Il parle parfaitement, il est diplômé de novlangue, ce gars-là, et de taquilla au passage. Et puis alors, là où Le Monde est très contradictoire, c'est qu'ils disent... ils citent une grande atmosphère de tolérance, ouais. Et puis le paragraphe d'après, on nous parle de climat anti-musulman. Alors, soit il y a la tolérance, soit il y a un climat anti-musulman. Très bien, mais en tout cas, voilà. Ouais, non, mais c'est la grosse contradiction que ne relèvent pas les journalistes du Monde, mais bon, ça c'est pas nouveau. Ce qui est intéressant, au-delà des réactions médiatiques, ce sont les réactions politiques qui sont parfois liées, on va le voir. Ces réactions politiques ont été nombreuses. Marlène Schiappa s'est par exemple précipitée à la Grande Mosquée de Paris avec une équipe de BFM. D'abord, très fermement condamner ces tags qui sont absolument ignobles et qui sont une insulte et une menace, non pas seulement pour les musulmans, mais aussi pour toute la République. Donc bien évidemment, je soutiens l'ensemble des musulmans et l'ensemble des personnes qui ont été visées, qui ont été blessées également par ces tags très violents et très virulents. Et c'est également ce message de soutien que je suis venue ici apporter auprès de monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris.
C'est formidable. Si graffitis sont une menace terrible pour la République, bon, ça permet à Madame Schiappa de faire un peu de télé, puisqu'elle a convoqué BFM. Voilà, BFM, c'est ce qu'on appelait dans l'armée américaine un média embarqué. Ils sont embarqués avec la ministre et voilà. Oui, ça fait de la promo. Voilà, ça fait la promo de la ministre. Voilà. Bon. Quand même, se rendre à la Grande Mosquée de Paris pour quelque chose qui a lieu à Rennes. Si graffiti à Rennes, c'est terrible. C'est sûr, les graffitis, ça fait peur. Hein. Non, ça fait peur, en tout cas, ça fait peur à Marlène Schiappa, a priori, et aussi à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu sur place à Rennes pour constater les dégâts. Et Jean-Yves, un ministre de l'Intérieur qui se déplace, c'est quand même impressionnant. Alors, il se déplace pour aller. Si j'exagère peut-être, je minore peut-être, 8 graffitis. Le ministre de l'Intérieur se déplace pour 8 graffitis sur un centre culturel. Il y a quelques jours, il y a eu des graffitis anarchistes sur une église à La Roche-sur-Yon. À La Roche-sur-Yon. Personne ne s'est déplacé. Je serais tenté de dire d'ailleurs, à juste titre, parce qu'il faut essayer d'avoir une idée de la proportion des choses. Bon, un graffiti... c'est réprimé dans le code pénal. C'est réprimé dans le code pénal, mais enfin, c'est réprimé de manière assez limitée. C'est 3 750 € d'amende et des travaux d'intérêt général. En général, nettoyer le graffiti. Voilà. C'est réprimé dans le code pénal. Un incendie volontaire, et il y en a tous les jours, partout. Il y en a depuis 3 semaines dans une des banlieues de Nevers. Un incendie volontaire, c'est 10 ans de prison. Et c'est 20 ans de prison si c'est commis en bande organisée. Donc c'est beaucoup plus grave. Quoi. Beaucoup plus grave. Beaucoup moins des mois. L'affaire de Nevers, la France profonde, les incendies dans ce quartier de Nevers depuis 3 semaines, on n'en parle pas. Mais c'est ça le fondement de la désinformation. Je me répète, je le regrette, le fondement de la désinformation, c'est ça. Ce qu'on occulte, ce qu'on amplifie. Ouais, effectivement, Gérald Darmanin a beaucoup plus de facilité à se déplacer à Rennes pour des tags... Qu'à Nevers. Ouais, qu'à Nevers. Passons au premier sujet. Notre-Dame, l'enquête patine, les médias en fument. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, Notre-Dame de Paris subissait un incendie dramatique. C'était l'émoi mondial, l'émoi médiatique également. Tous les médias avaient bien entendu parler de cette actualité dramatique. Et bien, c'était il y a 2 ans, jour pour jour, Jean-Yves, je le disais. Comment les médias français traitent-ils aujourd'hui de cet anniversaire ? Alors, ils traitent l'anniversaire en parlant de la reconstruction, en parlant de l'avancement du chantier et tout, ce qui est alors parfaitement normal et qui intéresse effectivement les gens. En revanche, ce qui est curieux, c'est qu'ils ne parlent absolument pas de l'enquête sur les origines de l'accident, origine accidentelle ou origine criminelle. Cela fait 2 ans. Silence radio sur l'enquête. Alors c'est vrai qu'il y a silence radio parce que le parquet communique pas beaucoup. Ouais. Mais ce qui est curieux, c'est que les médias ne soient pas plus curieux. Oui, c'est évident. Alors, on vous l'avait dit, le parquet ne communique pas beaucoup. La dernière communication du parquet sur ce sujet date du 11 février 2020. 11 février 2020, 14 mois. 14 mois. Voilà. Ah, donc c'était Rémi Hayes, le procureur de Paris, qui déclarait à propos des hypothèses envisagées « Nous n'excluons jamais rien dans une enquête, mais il n'y a pas d'éléments nouveaux aujourd'hui qui accréditerait une hypothèse criminelle. À ce stade, nous restons sur l'hypothèse qui a fait l'objet d'une communication, à savoir l'hypothèse accidentelle, d'un mégot. Voilà. Et Jean-Yves, les médias, effectivement, ils ne creusent pas plus que ça. Alors, ce qui est surprenant d'ailleurs, c'est que la déclaration de Rémi Hayes, procureur de Paris, de février 2020, il précise qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux et qu'il y a un certain nombre de parties de la cathédrale qui sont inaccessibles, oui. Parce qu'il y avait des échafaudages à conforter, etc. Aujourd'hui, il semblerait que toutes les parties de la cathédrale soient accessibles. D'ailleurs, on est en train de reconstruire. Et donc, c'est assez curieux qu'il n'y ait pas de communication du parquet pour confirmer la thèse accidentelle ou expliquer que on n'en sait toujours rien.
Oui, enfin, au moins... À minima, je trouve qu'il devrait y avoir une communication du parquet, et à minima, je trouve qu'il devrait y avoir une interrogation des médias sur le fait qu'il n'y a pas de communication du parquet. Ouais, alors on a quelques médias qui s'intéressent quand même à ça, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, là, sur l'anniversaire des 2 ans, le triste anniversaire des 2 ans, les médias sont quasiment totalement tournés vers la reconstruction et pas vers l'enquête. On a CNews qui nous parle de cette enquête, mais finalement qui dit que l'enquête patine, tout simplement. TV5 Monde qui, pareil, déclare que rien ne semble accréditer la piste criminelle depuis la dernière prise de parole du procureur de Paris. Donc on a quand même quelque chose qui cloche, hein. C'est la couverture du dernier numéro de Présent, l'incendie de Notre-Dame, un truc qui cloche. Mais les médias sont aux abonnés absents sur cette question-là. Absolument, heureusement qu'on a Présent pour s'étonner quand même de ce silence. Ouais. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est quand on regarde le rôle qu'ont joué les médias dans cet écartement de la piste criminelle, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque dès le lendemain de l'incendie, les médias avaient été à pied d'œuvre pour attaquer les personnes qui évoquaient un possible acte criminel ou terroriste. On le voit par exemple avec cet article de l'Obs. Pendant que Notre-Dame de Paris brûle, les théoriciens du complot s'enflamment. Le HuffPost qui avait attaqué Nicolas Dupont-Aignan qui aurait brisé l'union sacrée en évoquant la possibilité d'un acte criminel. Et on avait Samuel Laurent, le patron des décodeurs du Monde à l'époque, qui avait attaqué Jean Messia, qui, pareil, se posait des questions. Et Jean-Yves, les décodeurs avaient été plus loin encore, puisqu'ils avaient évoqué une intox sur l'origine de l'incendie de Notre-Dame de Paris, puisqu'il avait été évoqué à l'antenne de David Pujadas sur LCI qu'il y avait 2 foyers notés par les pompiers. Et les décodeurs avaient conclu « Le feu n'est pas parti des 2 côtés de la cathédrale », tout en, bien sûr, dans le petit texte qui suivait ce titre, en déclarant « Il est trop tôt pour tirer des conclusions ». Donc, dès le départ, en fait, on avait ce rôle-là des médias. Absolument. Et donc, 2 ans après, on ne sait toujours rien sur effectivement les 2 départs de feu. Et donc, si on ne sait rien 2 ans après, il aurait peut-être été pas mal d'être prudent 2 jours après. Voilà. Ouais, c'est clair. Mais la prudence des décodeurs, bon. Voilà. Et nous restons prudents. Nous ne savons pas, mais on aimerait quand même en savoir un peu plus. Oui, mais au moins, comme vous dites, au moins une communication. Au moins une communication. Voilà. Au moins une communication. D'autant plus que M. Hetz adore les médias. Donc c'est pas par timidité qu'il ne convoque pas une conférence de presse. Oui, tout le monde est très timide dans ce dossier. Ouais. Alors pour finir, puisqu'on est dans le retour vers le passé, mais on peut noter quand même que France Inter s'était particulièrement et tristement illustré à l'époque de cet incendie de Notre-Dame, en attaquant violemment les catholiques via une chanson prétendument humoristique. Ah oui, alors pardon, mais l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'est quand même du pain béni. Oh, un vendredi saint, mon Dieu. Il est fini le temps de la cathédrale, si ça pouvait signifier aussi la fin des curés. Genre la chute du mur de Berlin, c'est plus la chute de Christine Boutin. Un fait divers certes très très chaud, qui montre bien que chez les cathos, il n'y a pas que la pédophilie, le focus est aussi l'incendie. Elle a cramé la cathédrale, hélas rien du côté de Saint-Nicolas du Chardonnay. C'est quand même assez consternant de mauvais goût. Quand même au mauvais moment, payer avec les impôts du contribuable, et pour quelqu'un qui n'oserait pas faire le 10e, le 100e sur l'islam. Ouais. Voilà. Ouais, puis c'est même pas drôle, c'est de mauvais goût absolu. Mais allez, c'est avec vos sous. Ouais, alors s'il vous en reste un peu quand même, aidez TV Liberté, parce que nous ne vivons que de l'argent des donateurs. Oui. Et par ailleurs, on sait très bien que vous êtes obligé de payer des impôts et de payer la redevance qui vous permet d'avoir ces horreurs. Ces horreurs et ces médiocrités. Bon, on n'aura pas de guitare, on ne s'amusera pas à pousser la chansonnette, mais on sera efficace malgré tout. Passons à la revue de presse.
pour commencer cette revue de presse, eh bien, Jean-Yves, c'était l'actualité de la semaine, une des actualités de la semaine, la disparition du prince Philippe à l'âge de 99 ans, le mari d'Élisabeth II. Et bien, cette disparition, elle a fait parler d'elle en dehors du Royaume-Uni, puisque les médias français en ont parlé, et certains médias se sont tristement illustrés en pointant du doigt, eh bien, le racisme, la xénophobie supposée du prince Philippe. On le voit avec Le Monde, qui parle de xénophobie, de racisme impérial. L'Obs qui titre Philippe, prince à l'humour sans filtre, coutumier des dérapages sexistes et racistes. RTL, Philippe, prince des gaffes sexistes et racistes. L'Union qui parle de blagues racistes, sexistes ou encore validistes. Et le service public, France Info, qui parle de dérapage. Donc j'arrive, les médias, ils sont allés fort. On a un festival de novlangue en même temps qu'un festival de mauvais goût. Parce qu'il est quand même de tradition que même pour un adversaire, et apparemment le prince Philippe est considéré comme un adversaire par ces gens-là, on respecte un minimum de décence, un délai de décence avant d'attaquer quelqu'un qui vient de mourir. Il faut dire en l'occurrence que ce qui a donné le ton, c'est le Monde. Le journaliste du Monde a attaqué immédiatement avec un article Philippe, prince des Bourdes. Alors, c'est pas n'importe qui ce journaliste du Monde, c'est un petit journaliste. Philippe Bernard, on rappelle. Philippe Bernard, immigrationniste, qui a fait sa carrière en promouvant l'immigration et en condamnant, en critiquant le Front National. Le tout avec une sorte de paternalisme progressiste. Ouais. Il a écrit en 2004 un ouvrage qui s'appelle « La crème des beurs », de l'immigration à l'intégration. On voit d'ailleurs à quel point l'intégration d'ailleurs est réussie, mais il y a un petit côté paternaliste aussi dans ce personnage. Mais c'est eux qui ont donné le don. Et pourquoi ils ont attaqué le prince Philippe ? Parce qu'au fond, le prince Philippe, c'est un peu un gentleman à l'ancienne, un homme élégant, un homme qui pratique l'humour. Et ça, l'humour, c'est pas possible. Ouais. L'humour, c'est pas possible parce que ça finit toujours par être politiquement incorrect. Donc, les chiens de garde ont été lâchés contre la dépouille encore fraîche du prince Philippe. Voilà, c'est ignoble. Ouais, c'est ignoble, clairement. Et effectivement, il y a ce côté un peu représentant de la civilisation européenne et de la grandeur aristocratique de l'Europe qui est du coup attaqué forcément par les médiocres. Mais mais il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Oui, beaucoup de monde. Non, mais c'est fou, c'est fou. Vraiment, en plus, à la limite, ça aurait été dans sa vie je sais pas, quelqu'un vraiment de mauvaise vie, une mauvaise personne. Mais là, même pas en plus. Donc c'est complètement incroyable. Et sur ce sujet toujours, Jean-Yves, on a Christophe Barbier qui en a profité pour appeler à la fin de la monarchie au Royaume-Uni. Qu'est-ce que la famille royale ? Ce sont les personnages d'une série télévisée à succès. Ce sont aussi des personnages simplement people. C'était le cas avec Lady Diana, ça l'est redevenu avec Harry et Meghan. Plus rien ne correspond à la modernité dans la présence de cette famille royale. Il est temps pour le Royaume-Uni d'étudier la possibilité de créer une république. On ne veut plus de verticalité, y compris dans les républiques. On veut une démocratie ouverte, permanente, délibérative. Il est temps que les monarchies parlementaires de notre continent se posent la même question. Oui, il est temps d'ouvrir sérieusement l'hypothèse républicaine pour le Royaume-Uni, mais aussi pour l'Espagne, pour la Belgique, pour tous les pays qui ont encore un train de retard. Je crois que c'est lui qui a un train de retard, parce que on n'est plus dans la modernité, on est en train de passer dans la post-modernité. Et par conséquent, ce sont les valeurs anciennes et les valeurs aristocratiques qui vont reprendre un peu du poil à la bête. Je crois qu'il a déjà un train de retard. Et puis de quoi je me mêle ? C'est aux Anglais de décider s'ils veulent garder leur monarchie ou se transformer en république, ce dont je doute. Oui, puis vraiment, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé du Christophe Barbier dans les médias. Oui, mais bon, faut amuser les enfants quand même. Non, mais honnêtement, il en tient une sacrée couche quand même, on va pas se mentir. Si vous avez une fête d'anniversaire pour des enfants, vous pouvez le prendre comme clown, c'est pas mal. Hein. Je sais pas quels sont ses tarifs, mais je pense que ça peut être une option intéressante. Puisqu'on parlait du rôle du Monde dans cette cabale contre le prince Philippe, eh bien on va continuer avec Le Monde qui, il y a quelques mois, le 29 avril 2020, un an même, avait publié un article à propos de la crise du Covid-19 et de son impact dans les prisons en parlant de la possibilité de libérer au maximum de détenus.
Cette crise nous apprend que la surpopulation carcérale n'est pas une fatalité. Voici le titre de cet article. Et eh bien, Jean-Yves, un an plus tard, on voit les effets de cette politique, puisque on apprend qu'en Isère, un homme libéré en raison du Covid-19 aurait violé une jeune fille. En Bretagne, à peine sorti de prison pour cause de Covid-19, le fichier S de nouveau interpellé. La Voix du Nord, libéré de prison pour cause de Covid-19, il replonge pour maltraitance conjugale. Bref. Voilà, c'est quand même un triste résultat. Bravo à F de Souche d'avoir un peu suivi le dossier, c'est tout à fait intéressant. On voit toujours le Monde un peu à la pointe de ce genre de combat. Toujours à la pointe, oui. C'est eux qui lancent un petit peu ce genre de sujet. Autre actualité médiatique, on avait parlé la semaine dernière, Jean-Yves, des dîners clandestins, notamment chez Pierre-Jean Chalençon, avec le chef Leroy. Eh bien, figurez-vous que Brice Hortefeux, mais surtout Alain Duhamel, ont déjeuné clandestinement chez le chef Leroy. Oui, alors là aussi, qui déjeune, c'est le système politico-médiatique. Alain Duhamel et Hortefeux, là, on est dans le cœur du système politique, donc déjeuner fait partie de leur boulot. Hein. Moi, ça ne me choque pas plus que ça. Oui. Simplement, il faut savoir que Duhamel est un donneur de leçons, y compris sur les mesures à prendre, de gestes barrières et autres. Alors voilà. Il y a une petite contradiction. Voilà. Alors il a dit qu'il avait été piégé, qu'il s'était senti piégé. Oui, enfin c'est des excuses un peu piteuses. Oui, il déclare tout paraissait légal, mais il indique avoir eu une étrange impression quand même en sortant du repas. Oui, tu parles. Bon, bref. Autre actualité, eh bien, c'est le Journal du Dimanche qui publie, Jean-Yves, son classement des 500 villes de France où il fait bon vivre, un classement qui vous a fait réagir. Alors, c'est un classement qui est établi à partir de toute une série de critères technocratiques et qui aboutit quand même à des résultats absolument bizarres, parce que Fontainebleau, qui est une ville royale, est citée comme la plus mauvaise ville de Seine-et-Marne. Paraît un choix un peu curieux. Dans les Hauts-de-Seine, on met Nanterre et Colombes, qui sont des villes de banlieue quand même avec quelques soucis, devant Neuilly. C'est sûr que chacun préfère habiter Nanterre que Neuilly, c'est évident. Et tout est un peu comme ça. Alors, c'est quand même pas complètement... et puis, on peut multiplier les exemples. Oui, hein. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que ça prouve que le délire technocratique est complètement éloigné de la réalité. Ça prouve aussi que les villes qu'on dit défavorisées, en fait, croulent sous les investissements publics, croulent sous l'argent public, croulent sous les subventions, et c'est ce qui fait qu'elles sont bien classées. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, effectivement, quand on voit certaines villes où on n'aimerait pas vivre clairement devant d'autres... Saint-Denis est mieux classé que Versailles aussi, vous voyez. Voilà. Ça laisse songeur sur le sérieux des journalistes sur d'autres sujets, clairement. Autre actualité, une tempête médiatique dans un verre d'eau. La formule a été éculée, mais elle est parfaitement adaptée, puisque Evian a récemment fait un tweet promotionnel pour boire de l'eau, tout simplement, puisqu'ils vendent de l'eau. Un tweet qui a choqué de nombreux musulmans qui se sont donc bien précipités sur les réseaux sociaux pour attaquer la marque. Résultat des courses, Evian s'est excusé, puisque en temps de Ramadan, publicité pour l'eau semble désormais complexe à faire. Donc des excuses qui ont quand même provoqué un petit émoi médiatique. On va écouter Nicolas Bétou sur Europe 1. Ces excuses ont donc déclenché en retour un raz-de-marée de protestations sur le thème très Houellebecquien de la soumission à l'islam. C'est vrai qu'à l'origine de l'affaire, il ne doit y avoir tout au plus qu'une petite poignée de musulmans flirtant avec l'islam le plus intransigeant. Mais dès lors que leur message agressif est relayé et amplifié par les réseaux sociaux, tout change de dimension. Premier problème. Et puis il y a les excuses de l'eau d'Evian qui envoient un message de repentance. Deuxième problème. Alors bien sûr, on peut considérer que ce n'est qu'une anecdote, mais on voit bien ce qui menace derrière ce tweet banal et la tempête qu'il a déclenchée. C'est l'entrée en force d'une certaine morale religieuse dans nos gestes de la vie quotidienne. C'est la génuflexion d'une marque mondiale face à la pression d'une petite minorité extrémiste. Alors, je crois que cette affaire est intéressante. Comme le dit Nicolas Bétou, c'est pas une tempête dans un verre d'eau, c'est un verre d'eau dans une tempête. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a le phénomène classique. Il y a une firme qui est attaquée par une minorité activiste musulmane et immédiatement, ou antiraciste, on pense au style français, immédiatement, la firme s'aplatit.
Et je pense que la décision de s'aplatir remonte à un niveau élevé de la hiérarchie. Le premier tweet, c'est le community manager qui fait ça, mais après, pour décider de la politique d'excuses, je pense que ça remonte à la direction de la communication et probablement à la direction générale. C'est intéressant de savoir. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est l'aplatissement, c'est la soumission, le terme est employé par Bétou, qui est dénoncé. Et ça, c'est peut-être un coup d'arrêt à la soumission, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui vont s'apercevoir que la soumission présente aussi des inconvénients. Ouais. Et là, Bétou n'est pas le seul. Et Bétou, c'est quoi ? Bétou, c'est un libéral, la grande bourgeoisie libérale. Hein, oui, il y a d'autres qui sont... Qui dirige Opinion, qui a été aux Échos, qui s'exprime sur les radios de la doxa dominante. Ça, c'est quand même intéressant comme réaction. Donc c'est pour ça que cette affaire de verre d'eau est intéressante. Bon, sachant que Danone, on sait depuis pratiquement 50 ans que c'est une entreprise très politiquement correcte, qui produit d'ailleurs globalement des choses assez nocives. Mais enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. Tout le monde n'est pas obligé de la partager. Alors, puisqu'on parle d'entreprise politiquement correcte, on va s'intéresser à une entreprise politiquement correcte qu'on connaît beaucoup, YouTube, qui est désormais en pointe contre la liberté d'expression. On le voit avec notamment cette actualité, un Sud Radio qui est dans le collimateur de YouTube, la chaîne YouTube de la station, qui est un peu sur le fil du rasoir, avec le directeur général de Sud Radio, Patrick Roger, qui a expliqué à ses salariés: pour YouTube, il nous faut conserver une rigueur dans la sélection des invités, sous peine de se voir sous la menace d'une suppression pure et simple de la chaîne. Alors, la rigueur dans la sélection des invités, ça veut dire faites attention à ne pas inviter des gens un peu trop éloignés de la doxa sur le Covid, comme Madame Orion Côte, par exemple, parce que sinon, on va être censuré. Voilà. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Évidemment, la censure ne cesse de s'étendre. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'on commence par frapper les médias alternatifs, puis ensuite on frappe les médias qui sont à la limite du mainstream et de l'alternatif, et puis après on frappera les autres aussi. Ouais. Hein, la censure, sa vocation, c'est de s'étendre. En tout cas, c'est pas le seul cas où YouTube attaque la liberté d'expression, puisqu'aux États-Unis, YouTube a décidé, Jean-Yves, de supprimer une table ronde sur le Covid-19 qui réunissait des experts de tendances diverses et variées. Une table ronde organisée par le gouverneur de Floride. Et là, on voit que YouTube a un pouvoir très fort. Alors, c'est d'autant plus contradictoire que la thèse de YouTube, c'est qu'on ne doit pas tenir de propos sur le Covid contraire à la politique des autorités sanitaires locales ou de l'OMS. Et de l'OMS. Or, il se trouve que le gouverneur de Floride, c'est l'autorité sanitaire locale, parce que les États-Unis, c'est un pays fédéral. D'ailleurs, dont on a vu que bien qu'il n'ait pas pris toutes les mesures de fermeture et de confinement d'autres États américains, il s'en tire plutôt mieux. Oui, la Floride s'en sort bien. En termes de contamination et d'hospitalisation et de décès. Et en l'occurrence, c'était donc une table ronde avec des points de vue différents, organisée par l'autorité sanitaire locale, qui a été purement et simplement censurée. Et l'État de Floride, c'est pas rien. Je sais pas, je dis ça à vous juger, mais enfin c'est 30 millions d'habitants, donc c'est quelque chose d'important, quoi. Bon, en tout cas, la censure de YouTube ne semble pas s'embêter de ça. Ils attaquent directement le gouverneur de Floride. Autre actualité liée à la censure, Jean-Yves, Valeurs Actuelles qui perd le tiers de ses recettes publicitaires. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'une régie publicitaire en ligne, appelée Taboola, qui gère donc les publicités qui gérait plutôt des publicités pour Valeurs Actuelles, a décidé de ne plus travailler avec eux suite à la publication du dossier sur l'affaire Obono, où on voyait notamment un dessin dans lequel elle était grimée en esclave. L'humour, ça n'est pas permis. Voilà. Ouais. C'est une des choses qu'il faut retenir. Un tiers des recettes publicitaires en moins, quand même. Ouais. Mais ils les retrouveront. Oui. Mais, voilà. C'est quand même une actualité un peu... Autre activité censure. Pendant très longtemps, les publicitaires disaient « Nous n'influençons pas le contenu ». C'était ça la thèse des publicitaires. C'était évidemment un mensonge. Ouais. Mais c'était ce qu'ils disaient. Maintenant, ils disent « Nous influençons le contenu ». Ça, c'est un basculement.
Alors, un basculement totalitaire. On va voir, puisque c'était un jugement référé, il y a le jugement sur le fond qui est devant le tribunal de commerce qui va avoir lieu. Il y a quand même de bonnes chances que Valeurs Actuelles gagne ce procès, mais enfin bon, rien n'est sûr. Ceci étant dit, Jean-Yves, c'est un petit coup de semonce contre Valeurs Actuelles qui vont peut-être réfléchir à 2 fois maintenant avant de publier du contenu. L'autocensure. Ouais. La censure, elle s'étend et elle débouche sur l'autocensure, bien sûr. Bien sûr. Alors, on a évoqué le Covid tout à l'heure, eh bien on y revient avec ce chiffre, Jean-Yves, 100 000. 100 000, c'est le nombre de morts du Covid-19 selon Santé publique France. Ça doit être franchi à l'heure où on vous parle, hein. C'était aujourd'hui que cette barre devait être franchie. Emmanuel Macron envisageait de s'adresser aux Français. Que va-t-il faire? Un tweet, un discours, on ne sait pas encore exactement. Mais en tout cas, le chiffre est là. Alors, on va beaucoup parler du chiffre des 100 000, qui sont effectivement les chiffres de 100 000 personnes attribuées depuis, sur 2020 et 2021, attribuées au Covid. Alors, sachant qu'il y a beaucoup de décès dus au Covid, qui peuvent être des décès liés à d'autres comorbidités. Donc, on coche Covid, mais il y a d'autres cases qui peuvent être problèmes respiratoires, problèmes cardiaques, cancer, que sais-je encore, diabète. Mais on retient le chiffre Covid. D'ailleurs, il y a d'autres organismes officiels qui ont calculé l'excès de décès, pas sur 2020-2021, on n'a pas de recul, mais sur 2020. L'excès de décès en 2020 par rapport aux décès attendus compte tenu de l'évolution de la situation démographique. Et l'INSEE et l'INED ont publié chacun des chiffres entre 38 000 et 42 000, alors que les chiffres attribués au Covid en 2020, c'est 65 000. Donc il y a une certaine différence. Oui, il y en a 25 000 de moins, quoi. En comparant non pas 2020 à 2019, mais 2020 à 2017, 2018, 2019, l'IRSAN, qui est un autre organisme de recherche, a lui sorti un chiffre plus bas de 23 000. Je précise pour les censeurs que ces chiffres ne sont pas les miens, ce sont les chiffres d'organismes officiels qui comptabilisent les excès de décès par rapport à une situation qu'on aurait pu considérer normale hors Covid. On est donc entre 23 000 et 42 000 et non pas 65 000 sur l'année 2020. Je dis ça pour les censeurs, ce sont des chiffres officiels. Ouais. Voilà. On peut retrouver tous les détails de cela sur Polémia. Ce qui ne veut pas dire que l'épidémie ne doit pas être prise au sérieux, puisqu'il y a incontestablement une augmentation du nombre de décès et un certain raccourcissement de l'espérance de vie. Il faudrait aussi parler, on ne le fait jamais, des naissances en moins, qui peuvent conduire au fait qu'en 2021, le solde naturel soit négatif. Et si le solde naturel est négatif en 2020, ce sera probablement davantage en raison de la diminution des naissances qu'en raison de l'augmentation des morts, qui au demeurant sont inéluctables, puisque la population vieillit et que la population âgée et très âgée est de plus en plus nombreuse, et donc est frappée par des taux de mortalité plus élevés. C'est bien noté, un rendez-vous sur Polémia, l'article 100 000 morts du Covid-19, la grande dyscalculie, pour avoir toutes les données sur ce que vous venez d'énoncer. Autre actualité médiatique, c'est l'arrivée de la présidentielle, Jean-Yves, avec, on en parlait il y a quelques semaines, un Ruth Elkrief qui avait quitté BFM et pour jouer un rôle plus important dans la présidentielle, et la voilà qui arrive sur LCI. Alors, elle arrive sur LCI, quand on voit la définition de ce qu'elle va faire, elle veut faire de l'influence dans l'élection présidentielle, par le choix des invités, par le choix des thèmes, puisque c'est ça qui fait une élection présidentielle. Qui fait-on parler et de quoi fait-on parler ceux qu'on invite? C'est comme ça qu'on fabrique une présidentielle. En tout cas, elle voulait une place de choix, elle l'a eu sur LCI. Bravo. Et sur Le Monde, on a une autre journaliste qui a l'air de parler de la présidentielle. Il s'agit de Françoise Fressoz, qui a publié une tribune déjà entièrement tournée vers la présidentielle de 2022. Macron se veut un mélange de Turgot, Bonaparte et De Gaulle. Alors là,
cirage de pompe, la campagne est commencée. Moi, je trouve quand même qu'il manque Richelieu, il manque Saint-Louis, il manque Charlemagne. Elle aurait pu quand même en faire un peu plus. Peut mieux faire. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Ah oui, extraordinaire. Mais on sent que la campagne des présidentielles a commencé. Sur CNews, quelques bonnes nouvelles pour finir quand même. Sur CNews, Yvan Rioufol qui aura désormais une émission hebdomadaire, ce qui s'appellera Les Points sur les i. La première a lieu ce dimanche. Très bien. Ça étendra le pôle Zemmour, Pro, voilà, c'est bien ça. Et puis Jean-Yves, pour terminer cette revue de presse, une vidéo, celle de Marin, qui prend la parole publiquement pour la première fois en vidéo. On va l'écouter tout de suite. Ce n'était pas du courage, c'était simplement de l'indignation. Quand j'ai vu cette femme avoir peur à l'arrêt de bus, je me suis dit que ça pourrait être ma mère, ma sœur, ma copine. Et pour ça, j'ai voulu intervenir. C'est une vidéo très courte, très émouvante, d'un homme qui a été très courageux, puisqu'il est intervenu pour défendre une femme, et il en est ressorti handicapé. C'est une vidéo très forte, très émouvante, mais qui n'est reprise sur aucun média. Ouais. Pourtant, ils aiment bien l'émotion, hein. Mais là, c'est une émotion sur un jeune homme européen courageux. Alors là, ça ne rentre pas dans leur case. Là. Ouais, service minimum de leur part, ce qui est... c'est même pas le service minimum, c'est service zéro. Oui, service zéro pour beaucoup de médias. Oui, c'est pas... Non, mais c'est terrifiant. Mais malgré tout, ça reste quand même une célébration du courage et c'est plutôt une manière positive de terminer cette revue de presse. Passons au deuxième sujet. Le scandale Hunter Biden continue. Nouveau scandale autour de Hunter Biden, le fils de Joe Biden, le président américain. On s'en souvient, il avait été un petit peu sous le feu des critiques et des attaques du clan Trump pendant la campagne présidentielle. Ça n'avait pas été repris par les médias. On a appris plusieurs choses, on va y revenir entre-temps. Mais là, on a un nouveau développement significatif dans cette affaire avec le travail du Daily Mail qui est paru il y a quelques jours, qui démontre que dans l'ordinateur portable retrouvé de Hunter Biden, il y a de nombreux éléments qui laissent à penser que Hunter Biden était mêlé à des scandales de drogue, de prostitution, des scandales politiques. Le Point qui titre Hunter Biden empêtré dans un scandale sexuel. Jean-Yves, on voit que il y a un scandale sexuel autour de Hunter Biden. Oui, il n'y a pas qu'un scandale sexuel d'ailleurs. C'est ce sur quoi se focalisent les médias français. Parce que il y a aussi un scandale politique avec des liens de corruption avec des pays étrangers et notamment avec l'Ukraine. Oui. Ce qui est particulièrement important puisque il y a une attitude assez agressive des États-Unis vis-à-vis de la Russie à travers l'Ukraine, et donc ça peut avoir des conséquences tout à fait gravissimes sur la paix mondiale. Et c'est pour revenir sur ces choses-là, il était membre d'une entité trouble, un Burisma, un fonds d'investissement, pour lequel d'ailleurs je crois qu'il était payé quelque chose comme $50,000 par mois. Pas par heure. Ouais, bon. Et la problématique, c'est qu'avait été soulevée à l'époque par le clan Trump. Le camp Trump, pardon, oui. C'était qu'il y avait des possibles malversations autour de cette entité et que finalement, il aurait servi quasiment de porteur de valise en étant payé, en rendant des services à son père et en étant payé en retour. Et dès le départ, les médias français notamment, avaient un petit peu détourné le feu en parlant uniquement alors déjà en mettant en doute l'origine des informations. En parlant par exemple de ce que l'on sait de l'affaire Hunter Biden, nouvelle obsession des partisans de Trump, c'était le titre de l'Obs. 20 minutes qui parlait d'emails présumés aux origines douteuses, qui parlait d'une origine très louche des documents qui incitaient à la plus grande prudence. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que ces documents, évidemment, étaient vrais. Et cette accusation principale donc, de malversation financière et finalement d'être un peu... de s'être servi de l'influence de son père pour être payé en sous-main, ou d'avoir monnayé l'influence de son père auprès d'entités diverses et variées, ça avait été relevé par un média qui s'appelle le New York Post, un média plutôt conservateur, et qui avait été censuré à l'époque par Twitter et Facebook.
Donc déjà, à la base, les réseaux sociaux avaient censuré... Alors, c'est très bien expliqué d'ailleurs dans l'article du Time dont on a déjà parlé, un article de 15 pages ou 20 pages du Time, qui expliquait toutes les manœuvres qui avaient été montées pour permettre l'élection de Biden contre Trump. Et dans ces manœuvres, il y avait effectivement la propagande médiatique, la censure des réseaux sociaux et les opérations de promotion, on n'en dira pas plus, du vote par correspondance. Ouais. Voilà. Donc c'est un élément, on va dire les choses parce qu'il faut parfois faire un peu de provocation, c'est un élément du complot qui a permis l'élection de Biden, complot revendiqué par le Time. Oui, donc pareil. voilà, moi, je ne fais que citer le Time, et ma caution est bourgeoise. Pour appuyer ça, on sait qu'il y avait une enquête qui était en cours depuis 2018 sur Hunter Biden, et le Wall Street Journal nous apprend que les enquêteurs ont essayé de garder l'enquête hors de la vue du public dans les semaines précédant l'élection présidentielle, sachant l'impact que leur travail pouvait avoir. Ça, Alors l'impact effectivement est important, puisqu'il y a eu des sondages après l'élection qui montraient qu'un gros tiers des électeurs de Biden ignoraient l'affaire. Exactement. Et que ça aurait... et qu'un pourcentage... 13% de ces 36%. 13% de ces 36% auraient changé leur vote s'ils l'avaient su. Et donc, l'occultation et la censure... Ouais. Et la censure, en même temps que la propagande anti-Trump, ont permis l'élection de Biden. Objectivement, c'est une élection qui a été volée, comme d'ailleurs en France, l'élection de 2017 a été volée à Fillon par la même alliance des médias et des juges. Des juges et des médias pour promouvoir l'affaire de Pénélope Fillon, des juges et des médias pour occulter l'affaire de Hunter Biden, qui n'est pas du tout à même échelle d'ailleurs. Puisque dans un cas, c'est des salaires d'attachés parlementaires à hauteur de quelques centaines de milliers d'euros, et dans l'autre, c'est une corruption à hauteur de quelques dizaines de millions d'euros, et en liaison internationale, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais voilà comment, au fond, on a enterré la démocratie dans les pays occidentaux. Il fallait sauver le soldat Biden, et pour conclure, on peut revenir sur la dernière enquête de Project Veritas, cette entité qui enquête sur les journalistes en caméra cachée, qui a donc récupéré des aveux de la part du directeur technique de CNN, donc c'est pas rien, qui déclare, je vous la fais très courte, mais que c'est grâce à CNN que Trump n'a pas été réélu et que Joe Biden a été élu. Il cite par exemple la focalisation de CNN sur les défauts, on va dire, médicaux de Trump possibles. Par exemple, il faisait des gros plans sur la main de Trump qui tremblait, etc. Tandis qu'il prenait toujours des images de Joe Biden qui faisait son jogging, etc. Donc il appelle ça clairement de la propagande. L'enquête de Project Veritas est vraiment édifiante. Et clairement, on voit que oui, il y a eu propagande de la part de CNN, au moins. Propagande et censure, mais c'est ce qu'on connaît aussi en France. Voilà. Oui. On est dans un système qui est devenu post-démocratique. Quand on voit tout ça, effectivement, on peut se dire que la démocratie est un petit peu passée de mode. Elle a du plomb dans l'aile, oui. Oui, exactement. N'en déplaise à notre ami Christophe Barbier qui veut supprimer la monarchie pour remettre en place la République. Je ne suis pas certain que ça fonctionne beaucoup mieux. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.